CEDEAO reste ferme. Elle exige toujours le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Le président du groupe de contact était à Abidjan ce matin pour faire le point. Des sanctions sont tombées après les évasions massives dans les prisons d'Abidjan et d'Agboville. Des régisseurs sont révoqués. Le ministre du Commerce poursuit sa croisade contre la vie chère. Il a visité le marché aux poissons du port, un univers très particulier que nous vous proposerons dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Kwakwa Porture. Il est le directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Agriculture. Il est là pour nous parler de la conférence mondiale sur le cacao. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame. Voilà, que j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants. Mais avant, je vous l'annonce dans les titres. Le président nigérien Goodluck Jonathan, président du groupe de contact de la CEDEAO sur la crise en Guinée-Bissau, est venu faire le point de la situation au président en exercice de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara. La CEDEAO exige toujours le retour à l'ordre constitutionnel. Le président du groupe de contact sur la crise en Guinée-Bissau, groupe de contact composé de 6 chefs d'État, le président nigérien Goodluck Jonathan est arrivé à Abidjan ce matin à 10 h. Il est venu faire le point de la situation en Guinée-Bissau, où la CEDEAO demande instamment au pouvoir militaire le retour à l'ordre constitutionnel. Le président Goodluck Ebele Jonathan a annoncé l'envoi d'une délégation dans les prochains jours à Bissau pour inciter les autorités militaires à remettre le pouvoir aux civils. La question du déploiement des 529 soldats de la CEDEAO a été également évoquée et c'est qu'une question de temps. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour que ce dossier se résolve dans les plus brefs délais. La décision a été arrêtée, donc à l'issue de leur discussion, c'est qu'il va y avoir une délégation conjointe qui va être envoyée, disons en Guinée-Bissau, probablement dès demain. Et avec le ministre Noureddine, disons que le ministre adjoint des Affaires étrangères du Nigeria, avec le ministre Kofi Paul chargé de la défense, disons qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, avec le conseiller diplomatique Diané, il y aura donc l'ambassadeur, disons que du Nigeria en Côte d'Ivoire, de manière à rencontrer la partie, disons que de Guinée-Bissau, pour voir les conditions de retour à l'ordre constitutionnel. Alors donc là, on ne peut pas donner pour le moment des détails, mais disons qu'ils doivent négocier pour le retour à l'ordre constitutionnel, premier point. Le deuxième point qu'ils doivent essayer donc d'échanger, c'est voir éventuellement la possibilité de la formation d'un nouveau gouvernement et éventuellement aussi la question donc, du déploiement des troupes. La CEDEAO donc sur place. Les deux chefs d'État ont également évoqué la crise malienne et indiqué qu'une délégation de la CEDEAO se trouve dans ce pays sahélien pour des discussions avec la junte et les autorités de transition. Après Abidjan, qu'il a quitté à 11 h, le président nigérien Goodluck Jonathan va participer au Forum économique mondial organisé par l'Union africaine à Addis Abeba. Voilà, vous venez de le suivre, la rencontre s'est déroulée au pavillon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu cet après-midi au palais présidentiel le ministre britannique des Affaires africaines, M. Henry Bellingham. Les entretiens entre le chef de l'État et l'émissaire du Royaume-Uni ont porté sur la coopération entre les deux pays, relations qui se sont plutôt réchauffées après la réouverture hier de l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Compte rendu Jérôme Kofi Abolin. Henry Bellingham, reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce mercredi 9 mai 2012 au palais présidentiel. Le ministre britannique a dit être venu voir le chef de l'État dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Nous avons eu une très bonne discussion parce que hier nous avons réouvert l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire et je crois que c'est le début d'une nouvelle coopération entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup d'admiration pour votre président. Nous pensons que c'est un homme d'État très courageux qui a beaucoup d'admiration et qui est beaucoup apprécié à travers le monde. Il croit en la libre entreprise et à l'économie de marché et il m'a dit que les entreprises britanniques étaient les bienvenues en Côte d'Ivoire. Le ministre britannique a dit également se réjouir d'avoir évoqué avec le président Alassane Ouattara
président en exercice de la CEDEAO des solutions à trouver face à la situation du Mali et de la Guinée-Bissau. Agenda très chargé pour le président de la République qui a reçu encore cet après-midi au palais présidentiel la Chambre des comptes de la Cour suprême. Elle est venue lui remettre son rapport sur la gestion des fonds publics de 1998 à 2009. Compte rendu Viviane Haïma. De Côte d'Ivoire joue ce rôle de surveillant depuis 1960, date de sa création. Dans son rôle, la loi lui fait obligation de produire chaque année un rapport sur la gestion annuelle des fonds publics qu'elle remet au premier responsable de l'exécutif, le président de la République. Depuis 1998, cette obligation n'a pu être respectée en raison des différentes crises sociopolitiques et des difficultés inhérentes à la structure elle-même. Ce mercredi 9 mai marque donc un moment important pour la Chambre des comptes et pour la Cour suprême dont elle est une composante, car elle vient de se mettre à jour de son obligation. En effet, conduit par le président de la Cour suprême, Koné Mamadou, la Chambre des comptes et son président Moussa Koné ont été reçus par le président de la République. L'audience avait pour but la remise d'un rapport spécial, synthèse de la gestion des fonds publics de 1998 à 2009. Dans une présentation du contenu de ce rapport, le président de la Chambre des comptes, Koné Moussa, a fait état de nombreuses défaillances dans la gestion antérieure des fonds de l'État. La gestion 1998 est également la dernière année de l'existence des deux budgets distincts, le budget général de fonctionnement et le budget spécial d'investissement et d'équipement, institué en Côte d'Ivoire depuis 1962. Le solde budgétaire consolidé de ces deux budgets est resté déficitaire de plus de 24 milliards. Pour l'année 1999, et le déficit cumulé au 31 décembre 1999 s'élève à environ 336 milliards. Au 31 décembre 2000, le déficit budgétaire de l'année s'élève à 539 milliards de francs CFA. De 2001 à 2009, les observations principales ont porté sur les points suivants. D'abord, le délai de vote du budget et le recours au 12e provisoire. Au cours des années sous revue, les délais de dépôt et de vote des budgets successifs n'ont pas été respectés. Et le recours au 12e provisoire n'a pas été matérialisé par la prise d'ordonnance du président de la République. Par ailleurs, dans le cas où des ordonnances ont été prises, elles n'ont pas été communiquées à la Cour. Dans le contexte actuel de bonne gouvernance prôné par le président de la République Alassane Ouattara, Koné Moussa a émis quelques doléances, comme la modernisation des équipements de travail et le renforcement des capacités des membres de la Chambre des comptes pour permettre à cette structure d'être à la hauteur des attentes placées en elle. Enfin, le président de la Cour suprême, Koné Mamadou, a pris l'engagement que la Chambre des comptes honorera désormais l'obligation qui est la sienne. Les régisseurs des maisons d'arrêt d'Abidjan et d'Agboville ont été révoqués. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 9 mai 2012. Cette sanction fait suite à l'évasion de détenus dans les maisons d'arrêt du pays. Jérôme Kofi Abolin, compte rendu. Environ 240 détenus évadés en quelques mois de 8 maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire. C'est gravissime, pourrait-on dire. Face à des situations pareilles, il faut des mesures exceptionnelles ou des sanctions adéquates. Et les sanctions sur cette série d'évasions dans plusieurs prisons, le Conseil des ministres, en sa session de ce mercredi 9 mai 2012, en a pris. Des sanctions au nombre desquelles celles portant révocation des régisseurs de la MACA et de la maison d'arrêt et de correction d'Agboville. Les enquêtes montrent qu'il y a dans certains cas des complicités. Et le gouvernement entend montrer sa fermeté par rapport à ce qui s'est passé. Et le président de la République a tenu à montrer toute l'importance qu'il donne à cette question. Tout cela aussi pour attirer l'attention sur tous ceux qui ont en charge aujourd'hui des fonctions, des missions publiques. Et il faut mettre en avant l'intérêt général. Parce qu'il ressort
que certaines personnes n'ont pas correctement exécuté la mission pour laquelle elles ont été désignées au poste où elles se trouvent. Selon le porte-parole du gouvernement, tout ne s'arrête pas à ces seules sanctions. Bruno Nabanye-Kone a indiqué que des enquêtes se poursuivraient en vue des dispositions pour situer des responsabilités et, si nécessaire, prendre d'autres sanctions. En novembre prochain, la Côte d'Ivoire va abriter la conférence mondiale sur le cacao. Une rencontre importante pour notre pays, premier producteur mondial de cacao. Et pour réussir l'organisation de cet événement mondial, le Premier ministre Jano Ahoussou-Kouadio a procédé cet après-midi à son lancement. La rencontre a eu pour cadre les locaux de la CRAE UEMOA au plateau. Jean-Jacques Kwameala. En procédant ce mercredi au lancement officiel de la conférence mondiale sur le cacao, le Premier ministre Jano Ahoussou-Kouadio marque le soutien de la Côte d'Ivoire à cette manifestation de portée mondiale. L'objectif est de procéder à un examen critique des défis auxquels l'économie cacaoyère mondiale est confrontée et de décider des actions coordonnées à mettre en œuvre. La conférence mondiale sur le cacao, selon les différents intervenants, va conduire également à l'adoption d'un agenda global pour une économie cacaoyère mondiale durable, définissant les grands problèmes du secteur mondial et la meilleure stratégie pour les résoudre. Le Premier ministre Jano Ahoussou-Kouadio, qui s'est réjoui du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cet événement, a annoncé qu'un certain nombre de mesures ont été prises pour la réussite de cette manifestation. Plus de 1000 participants venant des 4 coins du monde sont attendus à la première édition de la conférence mondiale sur le cacao, prévue du 19 au 23 novembre prochain à l'Hôtel Ivoire. Rappelons que sur les 5 millions de la production mondiale du cacao, la Côte d'Ivoire occupe la première place avec 1 300 000 tonnes. Voilà, M. Kwaku Aporture est notre invité, il est directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Agriculture, il est aussi porte-parole de ce ministère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que cela veut dire que la Côte d'Ivoire a véritablement retrouvé sa place de leader mondial dans le domaine du cacao? En effet, merci Madame de l'opportunité que vous m'offrez encore une fois de venir ici parler au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Mamadou Sangafoua Koulibaly. La question que vous posez est effectivement de taille. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a traversé une décennie de crise et cela a affecté son outil de production, mais également son image. Donc la conférence mondiale sur le cacao est une opportunité historique pour notre pays qui est premier producteur de cacao, qui va accueillir donc sur son sol tous les acteurs de ce secteur. Donc voilà un peu pour dire que c'est vraiment une opportunité pour nous, pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire et faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne une destination, tant en ce qui concerne les investissements, également sur le plan touristique. À quel souci répond cette conférence? Et puis quelles sont les questions qui seront débattues au cours de cette conférence? En effet, comme vous le savez, qu'est-ce qui justifie cette conférence? L'économie cacaoyère mondiale est confrontée à de nombreux défis qui sont d'ordre technique, d'ordre agronomique, social et environnemental. Parmi ces défis, je pourrais citer effectivement la faible productivité, la baisse de la qualité, le vieillissement des exploitants également des cacaoyères, la forte incidence des nuisibles et des parasites, un certain nombre de défis que je ne pourrais pas citer aujourd'hui, mais sachez que pour relever ces défis, l'Organisation internationale du cacao et le gouvernement ivoirien ont décidé donc d'organiser cette conférence ici en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de nombreux défis économiques, environnementaux, vous avez parlé des maladies du cacao, le Sholen Shot, etc. Mais il y a une question qui défraie la chronique en ce moment, c'est la question du travail des enfants. Il y a eu de nombreuses avancées. La Côte d'Ivoire ayant été éligible à l'AGOA, et récemment une délégation de sénateurs a séjourné dans notre pays pour encourager les actions du pays. Est-ce que cette question sera abordée? En effet, cette question sera abordée, ça fait partie des défis que je n'ai pas cités parce que je savais que vous allez en venir là. Effectivement, il y a une délégation des sénateurs américains, Harkin et Engel, qui étaient ici effectivement pour discuter de cette question. Vous savez que Madame la Première Dame elle-même s'est saisie de cette question et fait tout pour faire aboutir cela.
Il y a eu vraiment des avancées considérables en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui a été épinglée au même titre que le Ghana, mais des avancées sont vraiment significatives. Et au niveau, par exemple, de la rémédiation, lorsqu'on arrive effectivement à faire des enquêtes et à savoir effectivement qu'il y a ce phénomène qui est en Côte d'Ivoire, on essaie donc de mener des remédiations et cela en tout cas se fait. Mais il s'agit pour la Côte d'Ivoire de communiquer sur les actions qui sont entreprises. On parle, vous avez parlé du problème économique, on parle de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? En effet, comme vous le savez, la production mondiale au niveau du cacao est d'environ 3 900 000 tonnes. La consommation avoisine les 3 700 000 tonnes, même plus. D'après les prévisions, dans quelques années, il y aura donc un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et donc il y aura un déficit structurel de la production par rapport à la demande. Et donc c'est ce qui fait que, effectivement, tous les acteurs ont décidé, pour garantir la durabilité de l'économie cacaoyère mondiale, d'organiser donc cette conférence pour réfléchir sur les différents thèmes. On parle aussi de la question des cours mondiaux, ça c'est depuis l'ère où Houphouët-Boigny. Est-ce que la Côte d'Ivoire, de sa position dominante, la Côte d'Ivoire, première productrice de cacao, peut influer sur ces cours? Vous avez raison de poser cette question parce que l'Afrique, elle seule, représente plus de 70% de l'offre mondiale, je dirais même 75%. Malheureusement, compte tenu du fait que ce sont des produits, des matières premières qui sont exportées, cela pose problème. Donc pour pouvoir influer sur les cours, il faudrait qu'il y ait une valorisation de ces matières premières, c'est-à-dire la transformation. Et fort heureusement, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement a opté pour qu'il y ait au moins 50% de produits transformés à l'horizon très, très proche, bien entendu. Donc des actions sont mises en œuvre, notamment dans le cadre de la réforme de la filière. Voilà, votre dernier mot, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette rencontre? Nous pensons que c'est une conférence qui est très importante. Comme vous-même vous l'avez souligné, et le Premier ministre l'a dit aujourd'hui lors de la cérémonie de lancement, le ministre de l'Agriculture également, dans son allocution, a fait état de cela. C'est une conférence qui va procéder à un examen critique des défis stratégiques du secteur et va proposer des actions de manière concertée pour qu'on puisse relever ces défis. Donc ce que nous disons, c'est que tous les acteurs qui sont concernés par la question doivent venir participer à cette conférence. Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Je recevais le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Agriculture, qui est porte-parole du ministère, M. Kwaku Aporture. Merci d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le quotidien des Ivoiriens reste bien entendu la préoccupation majeure du gouvernement. Et dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées, comme la baisse du prix du kilogramme de riz. Et afin d'influer sur la baisse du prix du poisson, le ministre Dagobert Banzio, ministre du Commerce, a visité le port de pêche. Les détails avec la Sine Ouattara. C'est dans le but de mieux toucher du doigt les réalités et le fonctionnement de la pêche que le ministre ivoirien du Commerce, Dagobert Banzio, s'est rendu au port de pêche d'Abidjan. Le ministre est arrivé à 22 h au moment où le poisson est débarqué. Un petit monde s'active pour la vente du lendemain. On trie ici par espèce et par taille avant la levée du jour. Au cours de cette visite, Dagobert Banzio a pu se faire une idée des pratiques du secteur. Il est important de voir ce qui se passe avant d'appliquer des mesures qui sont les mesures appropriées. Si on n'est pas bien informé et qu'on décide sur la base des informations qui nous sont données ici ou là, on peut rater la cible. 6 h du matin, retour du ministre du Commerce sur les lieux. Le résultat du travail de toute la nuit, des caisses de poissons. Les gros poissons et pièces nobles, eux, ont emprunté un autre circuit. C'est la propriété de ceux qui préfinancent le départ des bateaux en mer. Le ministre du Commerce a pu par ailleurs assister à la vente à la criée. Ce sont la plupart du temps les clients agréés qui achètent ces caisses de poissons. Ceux-ci les revendent aussitôt à d'autres commerçants sur les lieux.
À la suite de sa visite, le ministre du Commerce a indiqué que des mesures seront arrêtées pour une baisse du prix du poisson sur les marchés dans les tout prochains jours. En entendant la baisse des prix sur le marché aux poissons, notre reporter Alexis Ouedraogo s'est intéressé à la vie au port de pêche après le volet officiel. Voici son constat. Correa Karim est armateur. Depuis près de 38 ans maintenant, il exerce au port de pêche d'Abidjan. Son bateau, le Correa, s'est arrimé à 22 h ce mercredi nuit avec dans sa cale près de 73 tonnes de poissons. Et c'est son fils, Shérif Correa, qui pour ce soir veille au bon déroulement du débarquement. Ce bateau il est parti le mercredi, il est arrivé aujourd'hui mardi. On attend à partir de 23 h de débarquer. Puis là, du jour de 23 h jusqu'à l'aube continue le débarquement, les femmes viennent prendre le poisson ici. Le poisson déchargé passe par un premier tri qui dissocie les grosses pièces des petits poissons. Le bateau est garé, ensuite on place les caisses et on choisit le personnel. Le personnel choisi, on leur demande, ça dépend. Si vous faites sortir les gros poissons d'abord, et on fait sortir les gros poissons, si ça dépend de notre volonté. On fait sortir les gros poissons, ensuite les sèches, les poulpes, les sèches, après viennent les petits poissons. Mais généralement comme en Côte d'Ivoire, l'habitude culinaire fait que c'est les petits poissons qu'on mange généralement. Donc vous aurez les fritures, les plats, les pageaux, et puis quelques brochets. Ces derniers sont ensuite empilés sur des caisses pour les enchères. Sur la base des prix de l'armateur, les acheteurs viendront se disputer ces poissons au petit matin. Les grosses pièces, elles, prennent un autre chemin bien tracé, celui des grossistes qui ont pour la plupart préfinancé la pêche. 6 h, la vente aux enchères s'ouvre sur le port de pêche d'Abidjan. Il y a 100 000, 100 000 une fois, 100 000 deux fois. En fonction du remplissage du poisson et la qualité, l'espèce, en fonction de ça, on a une idée de fixer les prix. Mamadou espérait lui une caisse de capitaine, mais ce matin, la montée des enchères ne lui permet pas de suivre. Oui, c'est vrai, je suis venu, mais vraiment aujourd'hui le prix c'était un peu trop élevé, vraiment, bon, je n'en ai plus, je dois attendre demain. Martine, elle, aura fait mouche, avec une caisse qui lui aura coûté près de 235 000 francs CFA. On envoie ça sur les différents marchés. Bon, ça dépend des qualités de poissons. Les brochets sont pris par les fumeurs, les garçons, les aouchas, sont eux qui fument. Le poisson rouge qu'on appelle pageux, c'est pour les femmes. Bon, les capitaines aussi sont payés par les garçons, les aouchas aussi, sont eux qui prennent le capitaine. Les sosos sont les femmes qui prennent ça. Les locolocos, ce sont les véhicules qui prennent ça pour amener ça en brousse. S'il y a toutefois une chose qui déplaît à ces acheteuses, c'est bien l'absence à la criée des grosses pièces. Une préoccupation à laquelle répond M. Correa. Ce que vous avez vu débarquer là, est-ce que ça peut nourrir combien d'Ivoiriens? Ça peut même pas nourrir combien d'Ivoiriens, vous avez vu? Mais pourquoi que tous ces bateaux que vous avez vus le long là, ça ne peut pas bouger parce que les propriétaires ont des problèmes. Les armateurs dénoncent aussi les difficultés liées à l'exercice de leur métier, notamment l'absence au quai de nombreux bateaux depuis la crise post-électorale. On a trop de problèmes ici. Vous voyez tous les bateaux que vous voyez garés là, ils ne peuvent pas aller à la mer. Le gasoil est trop cher. Tout le monde a des difficultés. Avant, on travaillait 24 heures sur 24 heures. Le port ne fermait pas. Mais ça fait à peu près 1 an que les choses sont trop chères. Le prix du gasoil aujourd'hui, ça va jusqu'à 530, 550. Il y a quelques années, plus de 5 compagnies avec dans leur flotte en moyenne 5 bateaux desservaient le pays. Aujourd'hui, les bateaux les plus en vue sont chinois et coréens et ce n'est pas toujours qu'ils respectent les normes de pêche dans nos eaux. Des actions concrètes s'imposent donc pour préserver nos ressources halieutiques et surtout soutenir les acteurs du secteur maritime ivoirien. On s'intéresse maintenant à la médiation commerciale. Un atelier de formation pratique sur cette question s'est tenu hier dans l'objectif d'améliorer le cadre des affaires. Les détails avec Hugues Hervé Blé.
Améliorer le cadre des affaires en Côte d'Ivoire par l'introduction des modes alternatifs pour le règlement des différends commerciaux, c'est ce que vise cette formation pratique à la médiation commerciale. Organisée par le Centre de commerce international, elle devrait aider à améliorer le temps nécessaire pour le règlement d'un différend qui est de 700 jours en Côte d'Ivoire, contre 655 en Afrique subsaharienne et 518 dans les pays de l'OCDE. À réduire le nombre de procédures pour le règlement des litiges plus élevé en Côte d'Ivoire que dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, le PASSIR, financé par l'Union européenne à hauteur de 16 millions d'euros, veut appuyer et soutenir l'intégration de la Côte d'Ivoire, l'intégration du commerce dans le commerce mondial et régional. Les médiateurs commerciaux ainsi formés devraient soutenir le système judiciaire dont l'efficacité en matière de résolution des différends commerciaux demeure faible. Donc en matière de règlement des litiges, la médiation peut apporter beaucoup, puisqu'à côté des modes classiques de règlement des litiges offerts par les tribunaux, on a là une façon de régler les litiges des opérateurs économiques qui est plus souple et plus adaptée à l'esprit des affaires. Suivent cette formation pratique à la médiation commerciale à 26 personnes, juristes ou non, une fois en activité. Elles dépendront de la cour d'arbitrage donc du secteur privé. Une convention d'un montant de 84 milliards de francs a été signée entre Aéria et le groupe Coparco. Elle va permettre de moderniser l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, Mamadou Kouassi, Abou Sanogo pour les précisions. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan veut être compétitif sur la scène internationale. Mais cette ambition passe par l'acquisition de matériel et d'infrastructures modernes soutenues par de la technologie de pointe. C'est dans cette optique que la société Aéria, en charge de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, bénéficie du soutien de Propaco, une filiale de l'agence française de développement AFD. Ce partenariat entre les deux structures s'est concrétisé par la signature d'une convention. Cette convention porte sur un financement de 84 milliards de francs CFA pour une période de 20 ans. Nous allons réhabiliter un bâtiment pour en faire une gare, une aérogare charter et pèlerin. Vous savez que les pèlerins partent sur une aérogare un petit peu excentrée tout près de la route de Grand Bassam. Ce bâtiment était en piteux état et les pèlerins n'étaient pas traités comme ils devaient l'être. Là, on va leur construire un bâtiment confortable, moderne, qui leur permettra lors des pèlerinages de partir dans des conditions décentes et bien. Au nom de la communauté aéroportuaire, le président du conseil d'administration de Aéria, le général Ablaï Koulibaly, a salué le geste. Selon lui, cela va booster les activités de l'aéroport afin de l'inscrire au premier rang des aéroports internationaux. La question de la fluidité routière se pose dans notre pays et après la phase de sensibilisation, place maintenant la répression, comme c'est le cas ici, sur l'axe Noé-Abidjan. Noël Niagnou. Le corridor Abidjan-Noé est dans le viseur de l'opération de la fluidité routière. Cette fois, c'est pour la phase de démantèlement, de destruction des abris, des forces de sécurité, de la douane qui refusent d'observer la réglementation en matière de la fluidité routière. Le Haut Conseil des transports salue la nouvelle initiative. Ce qui nous réjouit plus, c'est la présence de la sous-région, des structures sous-régionales, notamment locales, pour venir appuyer les actions gouvernementales en Côte d'Ivoire. Bien entendu, nous avons par rapport à l'état des lieux constaté que lorsque les barrages sont levés, ces mêmes barrages reviennent. Mais si vous voulez, l'engagement personnel des autorités locales et du gouvernement nous permettent aujourd'hui de penser que le futur sera meilleur parce que tout est mis en œuvre pour que les routes ivoiriennes soient fluides. Le sous-préfet de Noé prend date et se dispose à traquer tous ceux qui feront obstacle à cette décision. Et nous, en notre qualité de représentants de chef d'État, nous devons faire en sorte que véritablement tous ces obstacles soient levés et nous approprier cette mission. La sensibilisation a toujours sa place. Ainsi, l'ensemble des acteurs du secteur du transport du département d'Aboasso ont été conviés à une rencontre. Il leur a été expliqué une fois encore le bien fondé de la fluidité routière pour l'économie ivoirienne, mais surtout pour le port d'Abidjan. Cette opération est initiée conjointement par Local, Organisation du corridor Abidjan-Lagos, l'Observatoire de la fluidité routière, OFT, et le Comité national de facilitation.
Face à la résurgence des barrages non autorisés sur certains axes routiers, le ministre auprès du président de la République a repris ses visites de terrain. Hier après-midi, Paul Kofi a fait une descente inopinée sur l'axe Abidjan-Aboasso, la Séné-Ouattara. Du corridor de Gonzagueville jusqu'à Grand Bassam, aucun barrage non autorisé n'a été observé. Cependant, à la sortie de cette ville en direction de Beaunois, un barrage illégal a été démantelé, les hommes désarmés et embarqués pour la brigade de gendarmerie de la ville, où ils répondront de leurs actes conformément à la réglementation en vigueur dans l'armée. À Samo, village situé à une dizaine de kilomètres de Beaunois, sur l'axe menant à Aboasso, sans doute informés par leurs collègues de Grand Bassam, ceux qui ont décidé de ramer à compte courant des décisions du gouvernement avaient déserté les lieux avant l'arrivée du ministre en charge de la Défense. Ce n'est que partie remise, a indiqué Paul Kofi qui a annoncé de nouvelles mesures. Et je saisis l'occasion pour dire à nos hommes, qu'ils soient gendarmes ou militaires, et évidemment policiers, douaniers ou forêts, que les décisions ont été prises par le gouvernement pour limiter les barrages à 33 sur l'ensemble du territoire et qu'il faut respecter cette consigne. C'est important, le chef de l'État, le président de la République, nous l'a signifié. Et il n'est pas question qu'on revienne sur ces décisions. Et comme il a dit lui-même, tout ce qu'on prendrait sur les barrages ou en train de raqueter vont subir les sanctions de la loi militaire. Et en plus de cela, non seulement eux-mêmes, mais aussi leurs chefs d'unité. C'est ceux qui les ont envoyés ou ceux de qui ils relèvent seront sanctionnés. Le ministre auprès du président de la République a saisi l'occasion pour inviter les populations à vaquer librement à leurs occupations parce que le gouvernement est à leur écoute pour assurer leur sécurité. Pour Paul Kofi, de même que l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures qui ont entraîné une baisse sensible du phénomène des coupeurs de route, de même le gouvernement ne saurait tolérer le retour des barrages non autorisés. Dans le même chapitre, ce communiqué, les candidats au concours d'entrée dans les écoles de la gendarmerie session 2011 sont informés que les résultats définitifs sont à consulter au commandement supérieur de la gendarmerie au plateau, au camp de gendarmerie Agban, route du Zoo, à l'école de gendarmerie d'Abidjan, route de Bingerville, dans les escadrons de gendarmerie de Koumassi et de Yopougon, dans les états-majors de Légion de Daloa, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo. La rentrée est prévue pour le samedi 12 mai 2012 à 7 h dans les écoles de gendarmerie d'Abidjan et de Torogué. À cet effet, les admis devront s'y présenter munis d'une pièce d'identité. Des ex-combattants de la sous-préfecture de Kong viennent de retourner à la vie civile grâce au programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire. 18 millions de francs ont été mobilisés par le PNRC pour les réinsérer dans la boucherie moderne. La sous-préfecture de Kong a également bénéficié d'une radio communautaire offerte par le PNRC et 5 ambulances ont été offertes par le programme présidentiel d'urgence. Le point avec Sylvie Touré. Une boucherie moderne pour la sous-préfecture de Kong. Un acte à mettre à l'actif du PNRC, le programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire. Il s'inscrit dans le cadre de la réinsertion des 18 ex-combattants de la localité. Dao Siaka en est bénéficiaire. Ce projet nous donne l'espoir et la joie de pouvoir enfin exercer une activité qui nous permettra de nous occuper de nous-mêmes, de nos familles, de façon tout à fait autonome et responsable. Environ 20 millions de francs CFA, c'est la somme injectée par le PNRC dans la construction du bâtiment et l'achat d'équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de boucher. Nous nous employons tous les jours à mettre en œuvre des activités qui permettent à nos cibles de participer à leur niveau à cet élan de reconstruction de notre chère patrie. L'occupation saine des jeunes et des ex-combattants en particulier va contribuer à la restauration d'un climat de sécurité et de paix. Témoin de cette cérémonie, un fils de la région, aussi ministre chargé des affaires présidentielles, Birahima Ouattara. La création d'une boucherie à Kong pour y loger les ex-combattants est à saluer à deux titres. D'une part, on essaie, le PNRC essaie de trouver une solution à tous ces jeunes démobilisés. D'autre part,
le PNRC essaie d'apporter une réponse aux problèmes d'emploi que connaît notre pays. Le PNRC offre en plus de la boucherie une radio communautaire à la sous-préfecture de Kong. Cerise assure le gâteau, 5 ambulances, dont du programme présidentiel d'urgence. Cet élan de générosité a failli virer au drame. Sur le chemin du retour, le cortège du coordonnateur du PNRC et sa délégation a essuyé les tirs de coupeurs de route. Aujourd'hui, il est important que les moyens soient mis à la disposition pour que ces jeunes soient occupés, pour nous permettre de créer une conjoncture favorable au retour des investisseurs. Une attaque qui démontre que la sécurité et la paix passent par la résolution de l'équation ex-combattant. Merci Sylvie Touré. L'organisation non gouvernementale Les Amis de Thérèse Ori vient d'offrir un foyer au village d'Apo-Doumé, situé au kilomètre 17, route de Dabou. Cet institut de formation et d'éducation féminine a été inauguré par Raymond Goudou Kofi, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Beauté l'analphabétisme bien loin de la Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que s'assigne l'ONG Les Amis de Thérèse Ori qui vient d'ajouter au chapelet de ses actions une œuvre. Un bâtiment de 3 salles de classe d'une capacité totale de 90 élèves et un bureau d'un directeur. Cet édifice équipé entièrement de mobilier et autres matériels de travail va servir de cadre à l'Institut de formation et d'éducation des femmes d'Apo-Doumé. L'ONG Les Amis de Thérèse Ori et ses partenaires veulent ainsi aider les femmes du village à apprendre un métier, entre autres la couture, la coiffure, la pâtisserie et l'alphabétisation. Un appui à l'État ivoirien en vue de lutter contre la pauvreté et l'analphabétisation. J'essaye de faire rendre aux Ivoiriens le bonheur que j'ai de vivre avec eux et de leur mettre le sourire et de leur donner du bonheur en faisant ce que je fais. La ministre ivoirienne de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Raymond Goudou Kofi, a remercié Thérèse Ori et ses partenaires pour les actions qu'ils entreprennent en Côte d'Ivoire. Elle a expliqué l'importance de l'alphabétisation dans un pays qui se veut émergent. Un pays émergent ne peut avoir 70% de sa population la plus importante, c'est-à-dire les femmes analphabètes. Donc j'ai saisi le problème à bras le corps et j'ai donc décidé de faire en sorte qu'il y ait un maximum de filles, de femmes alphabétisées pour accompagner le pays et accompagner le président de la République dans cette vision à l'horizon 2020 de la Côte d'Ivoire émergente. Raymond Goudou invite les femmes à s'inscrire massivement pour le démarrage des cours. Les populations d'Apo-Doumé expriment leur reconnaissance à Thérèse Ori et ses partenaires. Le père Césari de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a confié l'Institut à l'Éternel pour le bonheur de la femme d'Apo-Doumé. En politique, le secrétariat général du Rassemblement des Républicains était au grand complet hier face à la presse, à la rue Le Pic. Occasion pour le parti au pouvoir de passer en revue l'actualité politique nationale et internationale. Les temps forts avec Delphine Blas. Conférence sans détour et sans tabou du RDR pour donner sa position sur l'actualité brûlante. Le scrutin présidentiel français qui a vu l'élection du socialiste François Hollande. Le RDR salue l'élégance et l'émotion avec lesquelles Nicolas Sarkozy a reconnu sa défaite et apprécie le salut républicain de François Hollande à Sarkozy. Sur le plan national, le secrétaire général intérimaire du parti a fait l'état des lieux de la Côte d'Ivoire avant, pendant et après la crise. Amadou Soumaoro a insisté sur ce qui était la Côte d'Ivoire avant le 11 avril. Selon lui, le président Alassane Ouattara a hérité d'un pays en pleine faillite. Écoles et universités ainsi qu'hôpitaux dans l'agonie, les routes et autres infrastructures dans un état de dégradation avancé. Aujourd'hui, grâce aux actions du chef de l'État, les indicateurs sont passés du rouge au vert. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire renaît et elle est au travail. En moins d'un an, les hôpitaux ont vu leur service technique réhabilité. Le programme présidentiel du genre dans sa phase 1 a réhabilité en tout cas les services techniques de 32 hôpitaux à travers le pays. 14 ambulances livrées dans différentes localités. 22 groupes électrogènes ont été installés. 30 postes de dialyse, 9 ont été livrés au SAMU. Et plus de 3 milliards de médicaments et de kits de maternité ont été offerts. Ça, c'est dans le secteur de la santé. Dans le secteur de l'eau,
2500 pompes villageoises, hydrauliques villageoises, ont été réhabilitées dans 2487 villages. L'électrification, les travaux de réhabilitation, d'extension de réseaux et d'éclairage public sont terminés dans 44 localités. Maintenant, les choses seront précises avec des chiffres que vous pouvez vérifier. Pour le secrétaire général par intérim du RDR, en un an, il y a eu 7 des réalisations, mais beaucoup reste à faire. Et Amadou Soumaoro d'ajouter que le président Alassane Ouattara mettra tout en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit parmi les pays qui comptent dans le monde. Amadou Soumaoro s'est félicité de la volonté du président de réconcilier les Ivoiriens. Aussi s'est-il réjoui de la mise en place du dialogue républicain. Pour lui, si le RDR encourage l'initiative de ce dialogue, il souhaite qu'à toutes les questions touchant aux élections, le RDR soit associé. Quelques informations brèves. Le comité électoral de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire invite les candidats aux élections de présidents régionaux du 13 mai à déposer leur dossier de candidature dans les chefs-lieux de région plus tard le vendredi 11 mai à 18h. En bref, encore à l'étranger, l'armée syrienne a bombardé aujourd'hui la ville de Douma, près de Damas. Les violences en Syrie ont fait au total 8 morts, malgré les mises en garde internationales contre les violations répétées du cessez-le-feu. Et puis, sans surprise, en Russie, au lendemain de sa prise de fonction en tant que président de la République, Vladimir Poutine et la Douma ont confirmé Dimitri Medvedev au poste de Premier ministre. Pour terminer, la flamme des Jeux Olympiques de Londres qui s'ouvriront le 27 juillet sera allumée demain, jeudi, en Grèce, conformément à la tradition dans l'ancienne Olympie, site des premiers Jeux dans l'Antiquité avant de traverser le pays et rejoindre la Grande-Bretagne. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1. Demain, vous serez en compagnie de Ali Diarasouba.